Bonjour, je suis Béatrice Bertrand, je suis la directrice de la Maison des Lys à Maloney. C'est une maison d'accueil spécialisée handicap. Donc, la Maison des Lys accueille des résidents qui souffrent de pathologies psychiques, principalement de la schizophrénie. Le projet de la MAS est issu du centre hospitalier du Rouvray, qui est l'hôpital psychiatrique sur la région rouennaise, qui avait pour projet de construire un lieu de vie, de créer un lieu de vie pour les patients qui n'avaient plus besoin d'un suivi au sein d'un hôpital. Donc, leur projet a été repris par ADEF et la Maison des Lys a été construite à Anvers-les-Portes le 17 décembre 2012. Donc, nous accueillons 40 résidents qui souffrent, qui ont un handicap psychique, principalement de la schizophrénie. Le premier constat, c'est que ce type de handicap n'est pas du tout appris dans les formations des différents professionnels qui travaillent au sein de l'établissement. Malgré tout, ce handicap est très invalidant et demande quand même un accompagnement sur tous les actes de la vie quotidienne. Donc, l'équipe pluridisciplinaire est constituée d'une équipe de direction, de diverses formations, que ce soit de l'administratif, un peu l'hôtellerie, maintenance, assistance de vie, infirmerie, éducatif. Et toutes ces personnes doivent travailler ensemble pour le projet du résident. Il est nécessaire de construire auprès de toutes ces équipes une pratique professionnelle commune, ce qui n'est pas forcément évident au vu des diversités des formations et aussi des projets professionnels, de pourquoi chacun est venu travailler dans un établissement accueillant ce type de handicap. L'apport qui n'est pas transmis au sein des formations des différents professionnels est transmis par notre médecin psychiatre qui, au cours des réunions, amène des apports sur la maladie psychique, mais également apportés par l'équipe de direction, dont le but c'est de donner du sens à l'accompagnement qu'on propose au sein de l'établissement. Les constats que j'ai pu faire par rapport au travail au sein d'une maison d'accueil spécialisée accueillant ce type de public, c'est qu'il est complexe de travailler auprès d'adultes qui souffrent d'un handicap invisible et qui, malgré tout, ont une forte dépendance. Il est donc nécessaire de développer des pratiques professionnelles envers ce handicap peu enseigné. Tout au long du quotidien de l'accompagnement qu'on propose aux résidents, on doit gérer un paradoxe, c'est celui de prendre soin du résident et en même temps de préserver ses droits. Je vais vous expliquer la situation qui est arrivée par rapport à un résident. Donc, un jour, une professionnelle est venue me voir pour m'expliquer qu'elle était inquiète par rapport à la consommation du pain de mie d'un résident dans l'établissement. L'inquiétude était que ce résident risquait de manger trop et trop vite le pain de mie et risquait l'étouffement et donc la mort. Donc la question était, est-ce qu'on peut interdire à un résident de manger du pain de mie? Au niveau de la loi, je n'ai rien trouvé qui m'indiquait si je pouvais ou pas lui supprimer le pain de mie. Au niveau de la science, même topo, et la morale n'avait jamais abordé également ce sujet. Donc j'ai fait le choix de rencontrer le résident et d'échanger avec lui sur ce qu'il avait envie de faire par rapport à la gestion de son pain de mie. Sa réponse a été claire, il voulait gérer lui-même son pain de mie. Donc le choix a été fait de lui laisser, parce que ça faisait partie de sa liberté, mais en même temps, le travail de la direction a été de rassurer les équipes sur ce résident et la gestion de son pain de mie. Et en fait, cette situation montre qu'au quotidien, on est confronté entre le devoir de faire attention au résident, mais aussi le devoir de lui laisser une certaine liberté. Donc, dans le thème de la prise en charge à l'accompagnement, l'idée dans les équipes pluridisciplinaires, c'est de savoir à quel moment on fait à la place du résident et à quel moment on fait avec lui. Et tous les actes de la vie quotidienne posent cette question, puisqu'on aurait tendance à faire à la place du résident pour s'assurer qu'il va bien, pour prendre soin de lui. Malgré tout, notre rôle est avant tout de lui laisser la possibilité d'exprimer ce qu'il a envie ou pas,
et de faire en sorte qu'il puisse réaliser son propre projet de vie. Donc, le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est d'aborder la conciliation entre la prise en charge, donc le fait de faire à la place du résident, de prendre soin de lui, de prendre en charge certains éléments de sa vie, et concilier avec l'accompagnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. En tant que directrice d'établissement, je n'ai pas la réponse, et donc le but aujourd'hui, au terme des 2 présentations, ce sera d'échanger avec vous sur quelles réponses on peut amener à ce paradoxe. C'est tout. Merci. Donc, vous aurez droit aux questions, mais... À vous de jouer. Bonjour à tous, je suis Mme Pires, je suis la directrice de la maison de la Châtaignerie à Deville-sur-Orge, c'est un EHPAD qui recueille aujourd'hui 84 résidents. On a ouvert les portes en mai 2012 et avec le docteur Dupuis-Dupin et les infirmières coordinatrices à l'époque, nous avions pris pour dispositif d'accompagner les résidents dans la majorité de leur liberté et d'accompagner également les équipes avec les familles sur la notion qu'il n'y avait pas de risque zéro et qu'à un moment donné, un résident qui a liberté de mouvement pouvait tout à fait avoir une chute ou avoir un risque de chute, mais ce n'est pas pour autant qu'on allait le contenir dans ses mouvements. Donc on a tout au départ fait la formation des équipes, travaillé avec les familles sur le dialogue, sur la prise de conscience et la confiance qu'on peut donner à l'institution, et également tout au long de l'accompagnement des nouvelles équipes, avec notre référente d'équipe, Mme Élodie Edon, pour les accompagner dans cette prise de conscience qu'il y a toujours un risque, mais que la liberté du résident prime. Pour ça, le docteur Dupuis-Dupin va vous présenter un petit peu notre cheminement de la réflexion. Bonjour, docteur Dupuis-Dupin, je suis l'ancien médecin coordonnateur de Leville-sur-Orge et ma collègue, le docteur Fernandez Bio, et la nouvelle. Je vais peut-être plutôt prendre... Excusez-moi, parce que même pour la présentation, moi j'aime pas être trop contenu, donc je vais bouger un petit peu. Donc là, on se retrouve dans notre EHPAD, on se retrouve en unité protégée, où, comme vous voyez, tout le monde se tient par la main, donc tout le monde est contentionné les uns aux autres. Donc de quoi parle-t-on? Puisqu'en fait, au niveau de la contention, l'important c'est de voir et essayer que chacun ait un référentiel à peu près commun sur ce que c'est la contention. Ça permet, lors des réunions, de savoir de quoi on parle. Donc très clairement, comme vous voyez, c'est là, la dame là, a des balles de contention, donc on ne va pas du tout parler de ça. On ne va pas parler non plus de cette contention-là, puisque là c'est lors d'un soin, et effectivement la dame accepte qu'on l'attache. Elle ne peut pas se détacher toute seule, hein. C'est vraiment le kinésithérapeute qui est là, qui peut la libérer entre guillemets, mais elle est a priori dans une atmosphère d'assentiment du geste. On va parler plutôt de ça, de la contention architecturale, médicamenteuse, psychologique et physique. Alors architecturale, soyons bien clairs, nous sommes tous contenus de façon architecturale. Par exemple, les cosmonautes ont très peu de liberté de mouvement, puisque s'ils veulent sortir, parce que par exemple ce couple s'engueule, ils vont avoir beaucoup de mal. Mais ils acceptent. Médicamenteuse, ça donne un peu ça. J'imagine que pour le coup, vous comprenez très très bien. Si on donne des neuroleptiques ou des anxiolytiques, on va avoir des gens qui vont avoir beaucoup plus de mal à exprimer leur volonté et être libres de leur mouvement. Et donc là, à l'extrême, c'est une contention physique, probablement légèrement psychologique,
pour lequel là, la personne est complètement dépendante de son environnement. Donc deux définitions, vous allez voir, la première elle est positive, la deuxième est négative. La contention, d'après Mobical, ça recouvre tous les moyens, donc vraiment tous, on les verra, mis en œuvre pour limiter les capacités de mobilisation de toute ou partie du corps pour limiter la libre-circulation. Dans Mobical, ça marque bien qu'il y a un but sécuritaire. On prend la chaise de 2017, qui a mis des recommandations, alors plus sur le versant psychiatrique que sur le versant EHPAD, mais là on est sur une définition complètement négative, en disant que la contention, c'est de surtout pas punir, isoler ou infliger des souffrances ou de l'humiliation. Et donc en fait, toute la discussion éthique va être grosso modo entre ces deux définitions. Donc les indications, je les ai bien mis entre guillemets, parce que est-ce vraiment des indications? Ça va être le risque de chute, la déambulation, l'agitation, l'agressivité. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'indication. Pas d'indication, très peu de contre-indications. En effet, l'objectif de la prise en charge en EHPAD, grosso modo, c'est quand même de rechercher à maintenir l'autonomie de nos résidents. Contenir des gens de façon physique, voire médicamenteuse, probablement qu'on est déjà en train de manger sur cette ligne. On va préserver le libre choix. Je vous rappelle que des officiers de la mairie ou de la police viennent pour recourir au vote de nos résidents. Donc probablement qu'on doit essayer de préserver le libre choix et entre autres de demander aux résidents s'ils veulent être contenus ou pas pour sa sécurité. On fait de gros efforts au niveau de l'adaptation du matériel et de l'architecture avec beaucoup de dépenses et probablement qu'on a beaucoup de travail à faire pour éviter la contention. Et on forme aussi bien les équipes que les aidants. Donc voilà l'image d'un petit monsieur, malheureusement décédé depuis, qui était 9e dan de judo, qui était assez impressionnant puisque depuis 90 ans il était sur le tatami. Et ce monsieur expliquait à des jeunes, des moins jeunes, comment il fallait chuter. Donc voilà, ce monsieur-là n'a a priori jamais été content. Donc les risques de la contention, c'est assez simple, ce sont les chutes. Donc on prévient les chutes en les mobilisant. La chute avec la contention, elle est très très simple. La personne que vous allez attacher sur un fauteuil toute la journée, la première chose qui va se passer quand il va vouloir sortir, en tous les cas on va retirer la contention pour le mettre au lit, ça va être de basculer en avant pour pouvoir se lever et se défaire de la contention. En général, on aggrave les problématiques d'agitation et d'agressivité parce que quand vous prenez quelqu'un que vous contentionnez, dès qu'il va pouvoir, il va essayer de vous mettre une mandale et il aura probablement raison. D'autant plus que la première chose, quand quelqu'un déambule, quelqu'un qui a une démence et qui déambule, que vous attachez, le premier réflexe, ça va être de crier. Donc vous augmentez son agressivité, vous augmentez l'agressivité ambiante si vous avez des gens qui ne comprennent pas la trouble du comportement. Vous augmentez les troubles du comportement, vous augmentez la dénutrition, parce que si c'est vécu comme une humiliation ou un isolement, les gens ne mangent pas. Vous les désocialisez, parce que probablement que dans les EHPAD, mais pas que dans les EHPAD d'ailleurs, quand vous avez quelqu'un déjà en fauteuil roulant, le regard n'est pas le même, et si en plus il est attaché au fauteuil roulant, très clairement, les autres résidents n'ont pas trop envie de se rapprocher. Et on a très clairement une perte d'autonomie et on va vers la gravatisation. Donc ça, c'est une photo de départ. Plutôt tranquille. Donc pour discuter, on va discuter de la loi. Alors je suis désolé parce qu'on est sur un colloque d'éthique, mais effectivement, on parle plutôt. C'est un peu bizarre. Mais vous allez voir, c'est assez rigolo parce que sur la contention, la loi ne dit pas grand-chose. Bon. Déclaration universelle des droits de l'homme, ils disent qu'il faut qu'on soit libre, ça, tout le monde est d'accord sur le principe. En 2016, donc de façon assez récente, avec une application en 2017, on a un nouveau code, un article du code de la santé publique, qui là, n'est pas pour le secteur EHPAD, mais c'est pour le secteur psychiatrique, qui là définit très clairement ce que c'est la contention et l'isolement. Donc, c'est très clairement mis que l'isolement et la contention sont les pratiques de dernier recours. Donc déjà, on pose les choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir pensé à tout avant et probablement essayer de mettre tout avant pour y arriver. Ça prévient un dommage immédiat et ou éminent. Donc,
c'est pareil, il faut qu'il y ait un danger tout de suite maintenant pour pouvoir le mettre. Et ça demande une surveillance stricte, et je vous expliquerai après. Donc, cet article en fait, a été repris dans les recommandations de la HAS, qui disent à peu près la même chose, avec quand même un encadrement très strict en psychiatrie, avec des choses en termes de surveillance médicale très importantes. En EHPAD, pas grand-chose. L'ANESM, qui a disparu depuis en 2000, avait donné un guide pour limiter les risques de contention physique, de la contention physique de la personne âgée, avec des photos. Dans tous les cas, des dessins avec des gens qui s'étouffaient dans les barrières, qui étaient assez visuels. Mais pas grand-chose de plus. En tous les cas, ce texte-là disait très clairement qu'il fallait une indication médicale, une prescription médicale après évaluation du bénéfice et risque, avec une traçabilité, une information au patient à l'entourage, un matériel adapté, on ne prend pas l'adaptable ou la petite table de chevet pour mettre devant le patient qui ne peut pas se lever. On préserve la dignité et l'intimité, on préserve, et c'est surtout ça, les activités et les liens sociaux. Et on fait une surveillance avec une réévaluation toutes les 24 heures. Très clairement, en EHPAD, ce qu'on nous demande est proche de l'impossible. En tous les cas, ça va être très difficile de demander à un médecin de venir toutes les 24 heures pour confirmer l'indication de la contention. Et pour les équipes pluridisciplinaires, discuter toutes les 24 heures du bon fonctionnement de toutes les contentions s'il devait y en avoir, très difficile. Donc, au-delà de la loi, on peut toujours se poser la question de la moralité de la contention chez des gens qui ont des troubles, éventuellement des fonctions supérieures. Est-ce qu'elle est utile s'il y a des indications? Oui. Si il n'y a pas d'indication, probablement non. Et est-elle éthique? Et c'est là probablement qu'il faut se poser la question. Parce que l'éthique n'est pas dans la contention, mais dans toute la réflexion qu'il va y avoir autour de la contention. Donc là, comme vous voyez, c'est toujours un HATNR. Comme vous voyez, les gens peuvent rentrer, sortir. Il y a des choses, on peut se casser la figure. Dans tous les cas, il y a des risques. Et comme le disait Mme Pires, on va les accepter pour la grande majorité de nos résidents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la HATNR? Comme vous le voyez, l'idée, c'était d'éviter d'avoir ce type de patient, en tous les cas complètement contenu, et en tous les cas à se retrouver effectivement en train de crier avec un gentil docteur qui essaie de lui mettre des gouttes dans les yeux ou dans la bouche pour essayer qu'il crie un peu moins. On va essayer d'aller vers ça. Très compliqué quand même. Mais on va essayer. Là, vous voyez, c'est pas la feuille blanche, mais on ne veut pas trop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À l'ouverture en 2012, en fait, avec une ancienne IDEC, on a eu l'idée, et on l'a proposé à la direction qui a accepté, d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucune contention sur les plaques. Ça a été une grande discussion interne aux équipes, interne avec la direction, pour voir effectivement où on mettait le risque et comment on pouvait essayer d'organiser les choses. À partir de là, on a fait des formations pour le personnel, et on a fait une information pour les résidents et leurs familles. Donc la formation a été quand même assez rock'n'roll, puisqu'on l'a d'abord ouvert, on a rempli les pages, puis après on a fait la formation. On avait des aides-soignants ou des infirmières qui avaient l'habitude, dans d'autres EHPAD, dans d'autres expériences, d'avoir recours à la contention, et elles demandaient de façon assez régulière aux médecins, puisqu'ils voulaient être couverts par une prescription. Ce que ça a donné, alors ça a donné, comme vous verrez, par rapport à l'impact, on a eu un impact très positif, premièrement pour les résidents, leurs familles, les professionnels de l'EHPAD et les professionnels extérieurs. On va commencer par les professionnels extérieurs. Alors, notre rapport avec le médecin traitant par rapport à la contention est très détendu, puisque le médecin traitant qui vient voir le résident régulièrement ou pas régulièrement, l'accrocher entre deux visites et lui demander une prescription de contention pour tel ou tel patient, sans réflexion, on va dire pluridisciplinaire, puisque les médecins traitants ont quand même du mal à venir et à réfléchir pendant des heures autour de résidents. Ça a déjà été bien vécu, et surtout ça a donné une indication sur notre accompagnement par rapport à nos résidents. Les kinés, c'est probablement eux qui ont été le plus impactés par cette volonté de ne pas contenir les patients, puisqu'il n'y a rien de pire quand même pour un kiné d'essayer de remettre debout quelqu'un qui est contentionné au fauteuil ou au lit 23 heures sur 24. Nos partenaires, en tous les cas Labo Pharmacie
l'ont bien vu et bien vécu. Les équipes mobiles et réseaux qui interviennent dans l'EHPAD également, puisque eux interviennent aussi parfois dans la réflexion, dans la prise en charge de troubles du comportement, et effectivement, ils apprécient que la réflexion aille au-delà de est-ce qu'on contentionne ou pas. Et les tutelles, puisque effectivement, quand on a l'ARS ou le conseil départemental qui vient pour visiter l'EHPAD, ils sont toujours assez surpris de voir qu'il n'y a pas de contention. C'est toujours plutôt agréable pour eux de voir qu'on essaie de faire autrement. Pour les professionnels de l'EHPAD, là par contre, ça a changé pas mal de choses, puisque la formation a été très clairement pour leur dire un petit peu quel était le cadre législatif, un peu, comme on disait ce matin, où étaient les responsabilités de chacun, et qu'il fallait avoir une réflexion pluridisciplinaire, et en tous les cas, pas un réflexe de il déambule, il nous occupe trop de temps, on va contentionner la personne. Les formations ont été faites. Très clairement, on a eu des problèmes juste après les formations, puisque lors des formations, on avait encore quelques patients résidents avec des barrières. La première nuit, toutes les barrières ont été retirées. Effectivement, le lendemain, on m'a dit qu'il y avait eu plein de chutes, mais finalement, ça s'est réglé très rapidement. Pour les familles, donc pour les familles, par contre, là, il y a un impact très important. Le premier, c'est bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens qui viennent proposer un dossier régulièrement, on nous amène des dossiers avec des gens qui vont être sur d'autres EHPAD pour lesquels il y a des problématiques de contention, et ils viennent par le bouche à oreille, souvent par les médecins traitants d'ailleurs, en nous disant ma mère est contentionnée sur tel EHPAD, il paraît que vous ne le faites pas, ou en tous les cas vous le faites différemment, est-ce que vous voulez bien prendre ma main? Lors de la VPA, c'est toujours indiqué, comme quoi on essaye de ne pas contenir les gens. C'est souvent quand même une angoisse des familles, surtout en emmenant quelqu'un qui déambule déjà, pour lequel il y a des difficultés au domicile, pour le coup où il y a des gens qui vont errer, qui vont pouvoir sortir de chez eux, c'est très très compliqué. Et donc on en discute, on informe, en sachant qu'on ne dit pas qu'il n'y aura jamais de contention, mais en tous les cas, on l'évitera et on en discutera avec eux. On accompagne durant tout le séjour, donc effectivement, quand il y a une possibilité de réflexion sur la contention, les familles sont mises dans la boucle, on les informe, on leur explique les risques, ce qu'on attend de la contention et comment ça va être mis en place. Et on a le problème des hospitalisations. Là, par contre, c'est un problème avec les familles, puisque qui dit hospitalisation d'un déambulant, entre autres, par exemple, pour une pneumopathie, cas assez classique, il va arriver ou elle va arriver aux urgences, elle va avoir une perfusion, elle va la retirer une fois, deux fois, la troisième fois, elle va contentionner. Donc ce qui va se passer, c'est que les familles appellent très rapidement en disant c'est insupportable quand je vais voir maman ou papa, il est contentionné, il ne va pas bien, j'ai très très peur, est-ce que vous pouvez le récupérer très rapidement? Il y a des choses qui sont possibles, par exemple, ça nous est arrivé de reprendre quelqu'un après une prothèse de hanche à peu près 24 heures après le geste, voir quelqu'un qui était en unité protégée, qui déambulait beaucoup, et discuter pour avoir un geste chirurgical assez important en ambulatoire. Donc, le retour, en fait, le chirurgien nous a dit, il sera mieux chez vous que chez moi, et en plus chez moi, il va créer des problèmes que je ne saurais pas gérer. Et finalement, ça s'est passé. Les résidents, a priori, eux, ils sont très très contents. Les premiers qui sont contents, c'est les patients, les résidents, qui ont très peu, pas du tout, de troubles des fonctions supérieures, et à qui en VPA, on va bien leur expliquer qu'on ne contentionnera pas, et ils le voient. Donc pour ça, c'est très apaisant pour les résidents, et je pense que c'est très angoissant de voir quelqu'un qui allait bien se retrouver attaché sur un fauteuil, et de se dire que peut-être que le prochain, c'est moi. Est-ce que ça crée plus de chutes? Plus grave, et pour qui? Alors, très clairement, plus de chutes, non, puisqu'on maintient l'autonomie, que les gens marchent. Le fait de marcher fait qu'ils ont faim, ils mangent, ils sont moins dénutris, ils tombent pas. Est-ce que c'est plus grave de ce que je vous ai dit? Non. On a des chutes graves et on a des chutes absolument pas graves. Est-ce qu'on donne plus de médicaments pour contrebalancer le fait qu'on ne va pas faire de contention physique? Eh bien, pareil, pas du tout. Donc ça, on a limité énormément les prescriptions de psychotropes, d'autant plus en unité protégée, puisque là, on a du personnel qui est formé, stable et en manque.
Et tout ça a été validé par la CEPAM qui nous a félicité sur le taux de patients sous psychotropes. Est-ce que les résidents sont plus légers? Clairement, pas du tout, puisque nous avons un GMP autour de 800 et un pathos qui était autour de 250. Donc voilà, on se retrouve avec notre résident à Châtellerault. Donc voilà, grosso modo, la décision sur un EHPAD doit être politique pour diminuer la contention ou l'isolement. C'est pas juste le médecin, c'est pas juste la direction, c'est pas juste une aide-soignante, c'est l'ensemble de la résidence qui doit essayer le fait de ne pas avoir de contention. Il faut que ça soit soutenu par les patients, par les familles, sinon ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les familles qui viennent en disant « je ne veux pas de chute et je veux qu'il y ait zéro chute et je ne veux prendre aucun risque », très clairement en VPA, ça ne sera pas possible d'un accueil, parce qu'on ne sera pas du tout sur la même longueur d'onde. De la même façon, les gens qui nous disent « vous ne m'attacherez jamais mon papa ou ma maman », on est toujours en décalage parce que éventuellement ça peut arriver. Il faut que la direction ait une politique, très clairement, de diminution, d'information, de formation et de retour sur les pratiques. Ça, c'est très important. On en a parlé tout à l'heure avec l'avocat qui donnait la charte de non-sanction. On est très clairement là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, il faut en parler. Pour en parler, il faut que les gens soient en confiance. Et il faut que le salarié soit en confiance. Il faut surtout qu'il y ait un changement de culture de soins. C'est-à-dire que là, on va rechercher des alternatives. Et les alternatives, elles sont diverses, variées, et elles sont souvent où on les attend. Bien sûr, il faut qu'il y ait, c'est probablement le plus important, il faut qu'il y ait un ratio élevé de soignants. Sans soignants, on ne fait pas. C'est-à-dire que penser qu'on peut laisser des gens avec des risques sans personne autour, là pour le coup c'est complètement une utopie. L'avantage, c'est que comme on a des gens avec une lourdeur de prise en charge en termes de dépendance et médicale, on a un ratio élevé. Ce qui est très important aussi, c'est ça, c'est avoir des équipes stables et bien formées, parce que la culture de soins, elle est très difficile à avoir, donc il faut bien avoir beaucoup de soignants bien formés et stables. En général, quand ils sont bien formés, qui sont nombreux et qui sont bien dans leur pompe, en général, ils restent. Il faut qu'il y ait des formations et surtout qu'il y ait une identification et une gestion des risques, en screenant un petit peu les risques et en mettant un petit peu où est le curseur. Donc, est-ce qu'on n'a jamais fait de contention? Si, bien sûr, on l'a fait. Donc voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est que ça soit aussi rare que possible, qu'on ait une réelle balance entre le risque et le bénéfice, bien tracé, accepté par tout le monde, avec des réunions pluridisciplinaires, qu'on ait exploré toutes les alternatives, qu'il y ait une prescription médicale, sauf, alors le sauf, c'est en cas d'urgence. On a eu déjà le cas, un patient qui, à la fin d'un repas, a commencé à casser tout dans la salle de repas. Effectivement, le personnel l'a contentionné, mais là c'était imminent, tout de suite, et il fallait limiter le risque pour lui et pour l'environnement, et en attendant les soins. Et une surveillance rigoureuse. Les alternatives, donc là je vous avais marqué quelques-unes, c'est absolument pas exhaustif. La première chose quand même, c'est s'assurer au niveau somatique, au niveau médical, par un examen rigoureux, qu'il n'y a pas un problème. Pour le coup, ça c'est les aides-soignants qui vont être le plus près du patient, et surtout du patient ayant des troubles du comportement et des troubles des fonctions supérieures. Les aides-soignants connaissent exactement les signes déclencheurs. En unité protégée, on a régulièrement des patients qui s'agitent, non pas parce qu'ils sont agités, non pas parce qu'ils ont une aggravation de leur pathologie, mais juste parce qu'ils vont avoir une constipation, ils vont avoir une infection urinaire, ils vont avoir un globe vésical qui va créer cette agitation, ils ne vont pas être dans la capacité de nous dire ce qui se passe. Si l'aide-soignant n'est pas vigilant, on risque de mettre soit des médicaments, soit de contentionner des gens pour lesquels on va très clairement aggraver la problématique. On peut renforcer les équipes sur tel ou tel étage, sur telle ou telle difficulté. Parfois, il y a des patients pour lesquels le renforcement des équipes va être au niveau du timing. C'est-à-dire que ça va être le moment du coucher, ça va être le moment du lever, ça va être juste après les repas, où effectivement, quand il va y avoir beaucoup de circulation dans les couloirs, ça va augmenter l'anxiété, ça va augmenter les troubles du comportement.
On a une adaptation du matériel. Alors, quand je dis adaptation du matériel, c'est l'éclairage, c'est les barres de sécurité, c'est tout ce qui va faire qu'on va pouvoir laisser les gens déambuler dans le maximum de sécurité sans être obligé de mettre des sécurités contre leur vie. On va majorer, en tous les cas, on va faire en sorte qu'il y ait de l'animation, parce que je veux bien qu'on enferme les gens dans leur chambre et qu'on les laisse 24 heures dedans, mais très clairement, si on veut qu'ils soient bien, qu'ils ne crient pas, probablement que l'animation, c'est une bonne alternative. On l'a vu, en unité protégée, avec des gens qui déambulent beaucoup. Et ben, quand l'animatrice vient et elle commence à chanter un répertoire des années 40, et ben, finalement les gens chantent bien, et vont être acteurs de ce qui se passe. Et à ce moment-là, le regard des autres va changer. Et au lieu d'être celui qui déambule dans toutes les chambres et qui va regarder tout le monde, ça va être quelqu'un qui va donner un spectacle. Et anticiper la gestion des conflits, c'est-à-dire voir à quel moment les patients vont avoir les troubles du comportement. Et la gestion des conflits, c'est aussi avec l'entourage des patients et expliquer que ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Donc là, c'est notre animatrice. Donc, je vais vous donner quelques exemples en termes de timing. On y est presque. On y est presque. Je vais vous donner 2-3 exemples et puis après, je vais vous faire un petit focus sur les barrières. Là, c'était notre premier patient qu'on a contentionné. Très mauvaise idée d'être le premier. Donc, un monsieur hémiplégique avec très peu de troubles des fonctions cognitives, mais qui avait vraiment du mal à accepter son côté hémiplégique. Donc, dès qu'il avait une contrariété, il se jetait, il était en fauteuil roulant, il se jetait du fauteuil roulant. Une fois, 2 fois, 3 fois, l'entourage nous a dit quand même à un moment, il faut peut-être faire quelque chose. On a eu une longue discussion pluridisciplinaire, et entre autres avec le médecin traitant qui a été très, très actif par rapport à ça. Et on a décidé, et le médecin traitant a fait une prescription d'une contention adaptée, avec du matériel très adapté. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a surveillé comme il fallait. Le monsieur était quand même en capacité physique de faire pas mal de choses, et entre autres, la première contrariété, il s'est jeté avec le fauteuil dans le dos par terre. Donc la contention a été retirée de facto, et on l'a laissé chuter, puis ça l'avait quand même assez marqué pour qu'il arrête aussi de chuter. Là, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui voulait faire un changement d'EHPAD, avec un monsieur GIR 1, donc complètement gravataire. L'épouse avait 2 demandes, un qui ne tombe pas et 2 qui soit rééduqué pour qu'il puisse remarcher. Il est arrivé en VPA avec un fauteuil roulant, avec une contention pelvienne, et presque un bâillon sur la bouche pour ne pas dire ce qu'il en pensait. J'en ai discuté longuement avec sa femme, elle ne voulait vraiment pas accepter les risques, elle ne comprenait vraiment pas où était le curseur, et bien monsieur n'est pas. Là, c'est très intéressant, puisque là, on est sur une pathologie neurologique, une dame qui avait un problème, qui a toujours un problème de cervelet. Donc, en fait, cette dame-là ne tombait que lorsqu'on éteignait la lumière. Le cervelet, en fait, au niveau de la vue, elle contrôlait bien. Donc, quand elle est rentrée, elle ne tombait pas quand il y avait de la lumière. Mais par contre, la nuit, elle tombait régulièrement. On a discuté avec la famille. La fille qui était tutrice était très proactive. En tous les cas, nous a dit, tant que maman peut marcher, laissez-la marcher, je ne veux pas qu'on l'attache. Elle a fait de nombreuses chutes. Jamais sans se faire mal. C'est jamais fait. Il n'y a jamais eu de fracture, rien du tout. Et on l'a laissé, jusqu'au moment où effectivement elle était en fauteuil roulant et du fauteuil roulant elle tombait. À ce moment-là, on a rediscuté avec la famille, le médecin traitant, et on a fait une contention au fauteuil, uniquement au fauteuil, quelques heures dans la journée, pour sécuriser tout le monde, et entre autres la famille. Ah oui, et en salle à manger. Puisque après, quand elle est dans son lit, elle est là, alors là c'était encore plus rigolo. Là, c'est un monsieur avec une pathologie démentielle vraiment bien cognée, il trouve du comportement très très cogné, très agressif, qui est parti en hôpital, donc en unité fermée à l'hôpital, que je suis allé voir en visite de prémission à l'hôpital, ça c'est une habitude. Et là, le monsieur, lui, par contre, il avait une contention physique et médicamenteuse franchement bien marquée, avec de bons arguments. Et là, pour le coup, avec une famille qui m'a dit il faut absolument que vous le preniez, absolument que vous le preniez. Ce qui était intéressant, c'est que sa fille était médecin, son fils était médecin, et son fils intervenait dans les cas. Donc quand j'ai vu le monsieur grabataire au lit en train de laver sur lui, j'ai expliqué à la famille qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait le prendre en charge, mais probablement pas en unité protégée, mais plutôt en EHPAD.
Là, son gendre m'a dit prends-le en unité protégée, puisque si vous limitez et si vous le prenez bien en charge, il va courir comme un lapin. Donc on l'a mis en unité protégée. Il est rentré, et moi, 2 jours après, je suis arrivé, et là on m'a dit, mais monsieur, il court comme un lapin, puisqu'en fait, les aides-soignants, quand ils l'ont vu arriver attaché, la première chose qu'ils ont fait, c'est de le détacher. Il s'est mis à marcher, et puis ils l'ont laissé marcher, et on n'a pas eu aucun souci derrière. Donc, un peu agressif, on arrivait plus ou moins à arriver le point. Alors, je vais faire un topo très rapide sur les barrières, parce que souvent, c'est la ligne floue, en fait, par rapport aux contentions. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est une contention quand vous comme ça, quand on vous attache sur un lit avec une contention pelvienne, mais pour les barrières. Alors, c'est super simple pour les barrières. Il suffit juste de lire ce que dit la SAPS sur la bonne utilisation des barrières de lit. Elles sont faites pour éviter la chute pour 2 choses, pendant le sommeil et pendant le transport. Alors, la majorité des lits médicalisés ont comme indication la barrière lors du transport. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, parce qu'en EHPAD on ne fait pas trop, mais par exemple à l'hôpital, quand on transporte quelqu'un dans un lit avec des barrières, le manuel du lit dit qu'on est obligé de mettre la barrière. C'est une obligation légale, mais a priori, s'il y a quelqu'un qui est sur un bancard, il doit y avoir quelqu'un pour le surveiller. Voilà. Elles ne sont pas conçues, et ça c'est dans le manuel également, pour empêcher un patient de sortir volontairement de son lit. Très clairement, il y a des accidents régulièrement avec les barrières de lit. Elles doivent être adaptées. Il existe des systèmes de maintien spécifiques pour le lit. Alors ça va plutôt être dans le secteur psychiatrique où effectivement, il y a des lits qui sont spécialement conçus. Et là, il n'y a pas de problème de barrière. La contention, elle est pelvienne et attachée directement au lit. Et avec un lit bien spécifique. Donc il faut qu'il soit utilisé avec réserve et sous prescription. Il peut y avoir des conséquences, mais c'est tout le monde aura bien compris. Et entre autres, il va y avoir des chutes pour les gens qui peuvent se mouvoir, qui vont tomber au-dessus de la barrière. Donc vous gagnez 30 cm par rapport à la chute. Vous pouvez vous coincer un membre, et c'est toujours très désagréable d'aller dire à une famille que leurs parents s'est cassé un orteil parce que la barrière a été remise un peu rapidement. Donc la deuxième question après, mais pourquoi il a mis une barrière? Et là, il y a un grand flou. Donc il faut, tout ça c'est des recommandations de la SAPS. Il faut avoir un rapport bénéfice-risque de la barrière, ce qui veut dire que quand même, pour mettre une barrière en termes de contention, il faut quand même normalement avoir une réflexion très très intense avant. Donc voilà, et surtout une capacité de surveillance du service, c'est-à-dire que l'aide-soignante qui pense qu'elle met la barrière et puis elle peut aller faire autre chose, c'est bien, mais ce qui est sûr, c'est que si vous mettez une barrière, en termes de surveillance, il y a beaucoup plus de surveillance normalement à faire et à tracer que si vous ne mettez pas. Et entre autres, mettre une barrière chez quelqu'un qui est agité, c'est probablement prendre des risques qui sont au-delà de ne pas mettre la barrière. Alors ça, c'est juste une petite perle. C'est sur un site internet. Vite. Oui, j'ai d'une caisse de retraite qui disent que c'est un lit médicalisé, donc il faut lire ce que c'est. Et c'est intéressant, c'est que la barrière et la potence sont là pour éviter la chute et les fuites. Ça, ce sont les lits que l'on a chez ADEF. La demi-barrière, elle est conforme et c'est prophylaxique des chutes. Et très clairement, c'est ce qu'ils mettent dans le manuel, elle offre un retour à l'autonomie du résident et elle sécurise le patient invité. Point barre, on ne fait que ça. Voilà, je vous remercie. Merci. Bien, alors maintenant, à vous, soit de poser des questions, mais plutôt de vous poser des questions. Quel genre de questions ça vous pose, ce qui vient d'être dit sur la contention ou à propos de la contention, hein, c'est pas, et j'aurais envie de vous demander, est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Ah.
Sur l'établissement, la maison des lits, c'est pas du tout quelque chose qu'on utilise, il n'y a pas de barrière au lit. Alors après, il y a peut-être un peu de contention malgré tout, ce qu'on appelle nous les 6 besoins, en cas de trouble du comportement des résidents, et on leur donne un 6 besoins pour les apaiser. Mais après, la contention physique, c'est pas du tout d'actualité. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Alors, ce qu'on appelle un si besoin, c'est un rajout de médicaments pour apaiser la personne quand elle ne va pas bien. C'est sur prescription médicale, très très encadré. Oui. Excusez-moi, je vais être un peu provocateur, mais c'est ce qu'on appelle la camisole chimique, ça. On peut dire ça, après on essaye d'en donner le moins possible et de trouver des solutions alternatives pour ne pas passer par un médicament. Oui. Ce qui est important de voir, c'est ce que vous disiez, en fait, c'est toujours l'intentionnalité qu'on va mettre au geste. Effectivement, si le besoin, c'est pour répondre à un besoin de calmer une anxiété, une angoisse, on est très clairement dans une indication. Si c'est pour faire en sorte que la personne n'embête pas on va dire, le personnel ou le reste de la société, là, probablement qu'il faut se poser des questions. Mais c'est plus sur l'intentionnalité que sur le geste. Moi, je voulais vous poser une question. Je suis Anthony Pedrosa, psychologue à Shell et à Electrem. Moi, ça m'intéressait de conciliation et accompagnement parce que justement, on a discuté avec nos équipes qui sont la plupart du temps de très bons soignants, techniciens, et très peu de bons accompagnements, des bons accompagnateurs. Parce qu'ils se réconfortent de leurs soins publics et par la suite, ils ont difficulté à être dans l'accompagnement. Et j'aurais voulu savoir, à la fois pour vous deux, dans vos deux institutions, comment vous formez vos équipes, quel discours vous avez par rapport à vos équipes pour avoir cet accompagnement qui permet justement de ne pas avoir de contention ou d'accompagner le mieux possible les personnes. Alors nous, clairement, c'est les réunions qui participent, c'est pouvoir échanger en fait avec les professionnels sur ce qu'on propose aux résidents. Alors derrière, il y a souvent chez les professionnels la crainte qu'on leur reproche de ne pas faire ou de mal faire. Il y a la question de la responsabilité si c'est pas fait, mais c'est l'échange sur ce que veut le résident, jusqu'où on peut aller pour lui répondre à ses demandes. Sur un public handicap, si on pourrait avoir l'inquiétude des demandes irréalisables, malgré tout, les résidents participent à leur projet d'accompagnement personnalisé, ils sont présents à la réunion et les demandes qu'ils font sont tout à fait réalisables. Donc en partant de là, ça remet aussi le résident dans son projet, mais ça c'est facile de le dire, c'est aussi de ne pas projeter ce qu'on voudrait pour le résident. Et la technique, il y a quand même des obligations, mais c'est vraiment au travers des réunions qu'on peut discuter sur est-ce que la technique a tout pris, qu'est-ce que c'est que la relation, à quel moment on laisse l'autre faire, jusqu'où on le laisse faire, sans que les questions de responsabilité viennent dans la discussion, c'est souvent ça. Mais c'est les formations aussi qui les amènent à être énormément dans la technique. On leur apprend à faire une toilette dans tel sens, on leur apprend tous les matins il faut être propre, des choses comme ça très protocolisées qui, une fois en place, sont difficiles à déconstruire sans mettre le professionnel en insécurité ou l'impression qu'il est en faute en fait. C'est la discussion, c'est que la discussion en fait, c'est que dans des réunions, dans la discussion, en discutant de sa pratique, en la confrontant les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, et en fait en s'apercevant que la pratique, elle est différente en fonction du professionnel. Donc il n'y a pas une bonne solution, et c'est essayer qu'on trouve, que les équipes trouvent un accompagnement cohérent entre tous. Pourquoi on donne le petit déjeuner de façon différente en fonction de l'équipe qui est présente? En soi,
le petit déjeuner, c'est important, mais ça montre aussi qu'il n'y a pas une seule méthode. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à rassurer aussi les équipes sur leur pratique et leur capacité à accompagner. Juste, merci pour vos interventions. J'ai aucune expérience de l'EHPAD, je suis neurologue, je travaille dans un centre hospitalier universitaire, donc très éloigné, et en ambulatoire. Donc nous, les gens rentrent chez eux le soir. Mais pourquoi je prends la parole par rapport à votre question, c'est que j'ai eu une expérience il y a quelque temps d'un long séjour. J'ai travaillé 2 ans dans un long séjour hospitalier en neurologie. Donc c'est des gens sévèrement malades, sévèrement handicapés, jeunes. Donc c'est pour ça que ce n'était pas en douce structure, moins de 60 ans, mais très lourdement malades. À la fois sur le plan moteur et des fonctions cognitives avec des étiologies assez variées. Et quand je suis arrivée, il y avait des équipes dans un séjour, infirmiers, soignants, complètement laissés livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas d'encadrement médical et autres. Et c'est posé la question, effectivement, de savoir quel sens on donnait à ce quotidien, finalement. Et je me suis aperçue, alors moi, là, je parle comme médecin, spécialiste, c'est-à-dire médecin, neurologue, sachant que je n'imaginais pas non plus rester dans cet établissement plus longtemps qu'il n'en fallait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas du tout informés sur la pathologie, ni sur l'histoire du sujet. C'est-à-dire qu'ils étaient en face de quelqu'un qui n'était qu'un corps, qui s'exprimait comme il pouvait. Et puis voilà, quoi. Et puis ils ne savaient pas comment communiquer. Une aphasie, tout était mélangé. Aphasie ou un problème de compréhension, un problème de production, un problème. Enfin, tout était mélangé. La marche, les chutes, est-ce que c'est un problème d'équilibre, de faiblesse musculaire? Alors, et du coup, c'était complètement démuni, enfin, c'est vrai. Moi, le fait, ce que j'ai fait comme médecin, alors, encore une fois, c'était de leur expliquer les symptômes, la pathologie. À ce monsieur, ou cette dame, à 30 ans, qu'est-ce qui lui arrivait? Qu'est-ce qu'elle faisait avant, etc. Reprendre déjà ça, parce qu'on ne les connaissait pas, on ne savait pas leur caractère, ce qu'ils avaient dans la vie. Et puis, donc, reprendre ce travail avec les familles, et après, expliquer les symptômes. Quelqu'un qui en avait, je me souviens d'une dame jeune qui avait une séquelle d'encéphalite herpétique, dramatique. Donc, c'est encéphalite herpétique, c'est une maladie infectieuse qui peuvent compliquer dans l'herpès, qui peut donner des séquelles très graves neurologiques cérébrales. Et elle avait un trouble de comportement et des séquelles cognitives. Mais le fait d'expliquer en fait ce qui se passait, les difficultés, les stéréotypies comportementales, les dissocier d'un autre patient qui avait une autre pathologie, un autre monsieur qui avait une agnosie visuelle, c'est-à-dire qu'il avait une atteinte des régions postérieures du cerveau, il ne voyait plus. C'est comme un aveugle, il n'était pas aveugle. Reprendre tout ça à ma façon, je le faisais comme je pouvais, ça a complètement changé l'atmosphère de la prise en charge. Et puis, alors je ne dis pas que ce n'est pas une solution, parce que de toute façon, après, le malade, il est comme il est, etc. Mais disons que ça leur permettait d'avoir comme un tiers, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans le soin qui leur permettait un peu mieux d'interpréter, de se donner un petit peu les limites. Moi, je reste persuadée que dans les établissements où les gens vivent institutionnalisés, ils sont pour des raisons médicales en général, ils n'ont pas fait un choix de vie, c'est quand même autour du diagnostic que doit se décider après les soins. Je crois. Alors, si c'est des pathologies psychiatriques ou des handicaps d'AVC qui sont stabilisés ou des maladies neurodégénératives, on ne va pas agir de la même façon. Si c'est une amnésie au premier plan ou un syndrome frontal, comportemental, on ne va pas avoir agir de la même façon. Si les chutes elles sont liées à un Parkinson ou à des effets iatrogéniques ou à un hématome sous-dural, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Donc, on est quand même dans. Je pense que ça doit rester dans l'état d'esprit du soignant, quel qu'il soit dans un établissement, au premier, dans son réflexe initial. Il faut toujours se resituer quand même dans l'idée qu'il y a un soin dans le cas d'une pathologie avec une détermination des symptômes. Alors, la seule difficulté que je prends par rapport à ce que vous dites, c'est la notion de secret médical. Parfois, on se retraite, on nous donne cet argument pour justement ne pas aller de la spécificité. Partagé par toute l'équipe de soins, le secret médical. Et puis le secret médical appartient au malade et à sa famille. Et la famille peut donner le courrier à qui de droit, et en particulier si vous êtes psychologue, ça me paraît absolument indispensable. Vous entendez pas. On a un logiciel actuellement pour lequel les soignants n'ont pas accès à ces portails d'information.
Je dis, on a un logiciel d'accompagnement pour lequel les soignants n'ont pas accès à ce genre d'informations. Je peux pas. C'est dissocié. Toutefois, nous avons les équipes pluridisciplinaires, nous avons le staff médical, Oui. et donc de par ces instances-là, les équipes ont les informations que l'équipe médicale, médecin coordinateur et infirmière cadre diffuse pour justement pouvoir faire l'accompagnement du résident. Et l'accompagnement du résident aussi, on doit le prendre aussi en tant que personne, non pas en tant qu'être malade avec une pathologie. On est dans l'accompagnement quotidien et de par le parcours d'accompagnement personnalisé, les parcs chez les résidents, où les équipes font 3 mois d'observation, font un regard croisé pour pouvoir venir faire cet accompagnement du résident. Et dans les équipes pluridisciplinaires, on se fait réunir, parce que vous avez participé, puisque vous êtes psychologue, vous intervenez bien avec votre infirmière cadre, votre médecin coordinateur, pour donner des éléments aux équipes qui sont les équipes d'assistance de vie, qui sont au quotidien auprès des résidents, afin qu'ils connaissent suffisamment la pathologie pour pouvoir l'accompagner le résident. Ils ne sont pas peut-être forcément nés à avoir la nécessité d'avoir tout le détail de la pathologie, là qui relève du secret médical peut-être, pour pouvoir accompagner le résident dans cette neutralité en disant que vous êtes un être humain jusqu'à la fin, on vous respecte dans votre dignité en tant que personne et non pas en tant que malade au sein de l'État. Et je pense que c'est en là qu'on a notre limite du secret médical. Alors, je crois que là, on a deux mots-clés, un double mot-clé, c'est formation-information. On va garder pour le reprendre. Formation-information avec peut-être une petite annexe sur le secret, parce que ça fait partie des choses qui intéressent beaucoup. Et voilà. Un premier mot-clé, c'est peut-être pas c'est pas le principal, mais c'en est un. Madame. Merci. Merci Madame Sarrazin pour le rôle du médecin. Parce que mes parents sont en maison médicalisée depuis des années et j'ai un énorme problème, et pourtant j'étais dans le métier, avec les médecins. Surtout le médecin coordinateur. Quand il y en a un, parce qu'ils se passent 2 années sans médecin coordinateur, soi-disant il ne trouve pas la bonne personne. Quand le médecin coordinateur est là, c'est une journée dans la semaine, j'exagère à peine. On ne peut jamais la joindre, même par téléphone. Je n'ai jamais le droit à lire même pas les ordonnances, il faut que je triche quand ils sont hospitalisés. Donc je fais des photocopies des ordonnances. Et mon père, bien sûr, a la camisole chimique. Parce qu'il déambulait. Je ne critique pas, je ne peux pas savoir ce qui se passe la nuit. Donc il déambulait, donc on l'a mis en unité protégée. Et maintenant, il est malheureusement, vous pouvez le voir dans d'autres établissements, il est assis sur lui-même, il ne bouge plus de la journée. Voilà. Donc j'aimerais vraiment qu'on ait un peu plus de. Sans vous poser la question du diagnostic, il y a un diagnostic. Ah bah non, le problème, c'est qu'on me dit, alors il est tombé là-bas, 20 fois, donc il a eu un problème frontal. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Je n'ai jamais pu parler avec le médecin coordinateur. Ah bon, Je crois que c'est. J'aimerais connaître le rôle. Non, justement, je crois que vous soulevez un lièvre. Vous soulevez un lièvre qui n'est pas seulement celui de la responsabilité du pouvoir médical. C'est aussi le fait que dans un certain nombre d'établissements, on peut se passer du tout. Autrefois, quand j'étais jeune, on disait comme l'hôpital serait formidable s'il n'y avait pas de malades. On pourrait travailler tranquille. Maintenant, comme les EHPAD, les établissements ou les hôpitaux seraient bien s'il n'y avait pas de personnel. Ce serait quand même tellement mieux. On peut aussi aller jusqu'à se passer totalement de médicaments qui sont trop chers. On peut se passer de contention. Donc effectivement, dans des situations de pénurie, chacun fait comme il peut, et c'est souvent n'importe quoi. Moi je m'en fiche, je suis dire. Mais je crois qu'il y a là un problème très général. Mais si on veut le ramener à notre discussion aussi aujourd'hui, le
deuxième mot-clé, et peut-être plus important que information dans l'ordre, c'est parler. Parler, parler, parler. Est-ce qu'il y a d'autres Juste par rapport à votre question, souvent c'est le médecin traitant qui reste le médecin prescripteur et pas le médecin coordinateur. Oui, mais vous pouvez lui demander les courriers. Et peut-être, pour répondre ici, c'est un peu le désarroi, hein. Je ne sais pas, une situation rare. Donc, voilà, je suis même étonnée souvent. Je rappelle que les familles peuvent demander le dossier médical appartient au patient. Hein. Il n'y a pas de raison que les malades sont censés avoir les courriers, les comptes rendus, etc. Hein. Il ne faut pas. qui veulent. Soyez pas timide, hein, les questions sont nombreuses. Bonjour, je suis psychologue à la de Mercure, donc un établissement spécialisé pour des personnes cérébrolésées. Alors c'est plus un partage d'expérience parce qu'aujourd'hui c'est un réel questionnement institutionnel, puisque nombreux parmi nos résidents sont concernés par des contentions, que ce soit médicamenteuses, que ce soit physiques. Bien sûr aussi c'est un établissement en lui-même puisqu'il y a des sorties possibles. Actuellement, sauf pour exception. Et du coup, c'est pour rebondir sur le niveau d'information, puisque je pense qu'on a passé cette étape-là où les équipes sont informées régulièrement. C'est des questionnements qu'on peut avoir au niveau des réunions pluridisciplinaires. Donc c'est vraiment une réelle interrogation, et malgré ça, on voit que les équipes sont quand même démunies, notamment des équipes de nuit qui sont moins nombreux, avec des questionnements difficiles, notamment avec des présidents qui ont des comportements assez importants. Et du coup, voilà, on est dans cette impasse, on peut dire, aujourd'hui, malgré quelques étapes déjà passées. Je crois que vous avez prononcé le troisième mot-clé, impasse, hein, qui est aussi important dans ce qu'on appelle les prises en charge éthiques des choses. Est-ce que... Non. Alors, on a largement le temps, mais formation, information. C'est tout à fait important. Et on passe son temps, alors, d'une part, à confondre les deux. Il y a une information réciproque. Le malade, la famille, les proches, moi je préfère appeler ça les proches, l'équipe soignante. Théoriquement, avec l'équipe soignante, il n'y a pas de problème. Il y a le secret partagé, on peut tout dire. Le secret est partagé. On ne va pas nous. On peut tout dire, sauf qu'il y a un certain nombre de renseignements intimes qui n'ont pas à être diffusés. Je vais vous raconter une petite histoire. Là, mon patron était un type assez marrant. Et un jour, on s'est aperçu que le dossier d'un patient psychiatrique traditionnel avait disparu. C'est un patient qui disparaît, on est tous très très embêtés. Et des années après, il m'a dit, le patient est venu me voir, avait volé son dossier et me l'avait confié. Et ça, c'était quelque chose entre lui et moi, ça ne pouvait pas passer par les proches. Donc effectivement, en psychiatrie par exemple, dans des équipes psychiatriques où il y a des psychothérapeutes, souvent les psychothérapeutes disent je ne peux pas raconter ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de raconter le contenu, il s'agit d'échanger des informations. C'est tout à fait différent. Et les informations qui comptent pour l'un ne sont pas forcément les informations qui comptent pour l'autre, donc il faut en dire le plus possible. Probablement trop.
chacun puisse le lire. Ça, c'est une chose. Et est-ce que ça a à voir quelque chose avec la formation? Plusieurs reprises, on a parlé de la formation des équipes. Ah, comment vous les formez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je crois qu'on est quand même maintenant en phase de situation où, dans vos établissements, ce ne sont pas des équipes pléthoriques, des équipes de 40 de personnes, je suppose. Hein? C'est-à-dire que ce sont des groupes où chacun, au bout d'un certain temps, peut se reconnaître. Moi, j'appelle des groupes d'identification. On peut se reconnaître, c'est le village, c'est la famille, c'est la tribu, c'est l'équipe. Donc, si cette équipe se constitue, on peut passer à autre chose que cette formation, conditionnement à un certain nombre de méthodes, qui est une formation d'ordre général. Tout le monde doit savoir ceci, cela. Là, on entre dans le cadre d'une formation infiniment plus intéressante. C'est le psychanalyste anglais Bion qui disait apprendre par l'expérience. C'est-à-dire que, effectivement, quand un personnel arrive totalement ahuri devant ce qu'il voit, il n'a jamais eu ça. Là, effectivement, il peut non seulement apprendre un certain nombre de choses, mais de choses totalement adaptées à la situation dans laquelle il est, pas de choses inspirées de Dieu sait quoi, des choses totalement adaptées à la situation, et par l'échange, en discutant, parce que le travail va s'apprécier, à ce moment-là, va en faire un corpus cohérent. Ça prend du temps, ça prend des années. Bon, je raconte deux petites histoires. Une, c'est un établissement pour la définition, c'était ceux dont personne ne veut. C'était des gens dont les services pour handicapés physiques ne voulaient pas parce qu'ils avaient un handicap mental, et ceux dont les services de handicapés mental ne voulaient pas parce qu'ils avaient un handicap physique. Donc c'était vraiment des patients, oui, et qui, dans l'ensemble, ne parlaient pas. Donc, ils ne parlaient pas, donc il fallait qu'on comprenne. Et au bout de quelques mois, c'est des gens qui étaient des aides médico-psychologiques ou des infirmiers qui n'avaient jamais vu ça, qui m'ont dit, mais vous savez, la modulation des crises, ça veut dire quelque chose. Là, c'est ça, là, il veut ça, là, il veut ça. Donc, là, il y a un apprentissage par l'expérience, et c'est peut-être l'extrême richesse de ces institutions à taille humaine. C'est là qu'il faut faire. Si vous avez un service où il y a 200 personnes qui tournent en plus tout le temps, c'est matériellement pas possible. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième mot-clé, je ne sais plus ce qu'on avait gardé, c'est impasse. Alors là, soyons clairs, une fois pour toutes. L'éthique apparaît au moment où la loi s'écroule, où il y a une situation à laquelle la loi ne peut pas répondre. Parce qu'effectivement, il y a des textes qui sont faits, attention par exemple, mais il y a des textes pour tout ça. L'avocat qui me parlait ce matin, il disait bien, il y a la loi générale, et puis il y a les lois administratives qui, elles, sont pléthoriques, qui veulent tout régler, et en fait ne règlent rien parce qu'elles sont incohérentes. Donc là, forcément, il y a une dose je répète, l'éthique apparaît au moment où la loi défend. Exemple simple, dont je parlais tout à l'heure, on se trimballe avec une colonie de vacances. Un enfant veut grimper sur un arbre. C'est très bien qu'il veuille grimper sur un arbre. Très bien, bravo, il acquiert une certaine autonomie, il tombe de l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On vire l'éducateur?
Là, il y a un trou, il y a un vide. Et là, on peut commencer à discuter, d'où l'intérêt de ces clauses que je crois que vous êtes là, on en discute parce qu'il peut en sortir quelque chose, effectivement, soit quelque chose de favorable à l'enfant, soit quelque chose de favorable à l'enfant. Là, je crois que là c'est vraiment l'impasse. S'il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de problème. On sait ce qu'il y a à faire, on fait, et voilà, tout le monde est content. Sauf que, quand on fait ce qu'il y a à faire, tout le monde est content, on est souvent dans le conditionnement. On fait des choses par habitude, parce qu'on attache, et on attache, et les gens attachent, alors je continue à attacher. Donc il y a des moments, c'est ce à quoi je vous invite là, tout de suite, dans le sens de droite, c'est à nous poser des questions. Le problème n'est pas qu'on trouve des réponses, le problème c'est qu'on se pose des questions. Et derrière, il y a parler, c'est-à-dire se trouver un langage commun pour en parler. S'il y en a qui sortent cette théorie, autre mot-clé que vous avez évoqué, quelqu'un s'en parle, c'est, vous avez dit politique, on peut dire idéologie, ou en tout cas, principe. On ne peut pas s'impliquer pour s'impliquer. Là, pas sur l'évidence, quand on s'implique dans une institution comme celle-là, il faut le faire. On ne peut le faire. On peut le faire avec sincérité que si on croit à quelques principes. Vrai, faux, ça veut dire. C'est aussi dans la communication avec les équipes, et je vous rejoins, et par rapport à cette notion de confiance, où du coup, moi je sens que effectivement les soignants peuvent discuter de choses politiquement correctes ou incorrectes en pluridisciplinarité, et se savent soutenus à la fois par toute l'équipe soignante et aussi par le médecin pro, le médecin généraliste qui est effectivement le médecin coordonnateur. Il est là il n'est pas là au quotidien, mais il est là 2 jours par semaine, en ce qui me concerne, l'infirmière coordinatrice et sa direction. Et je pense que ça libère aussi la parole et la possibilité de prise en charge un peu différente. Plus libre dans les discussions. Exactement, c'est ça. Que tout le monde aille dans le même sens. Et même les familles, parce que moi je rencontre les familles par rapport à un risque de chute. On les prévient en PA effectivement de la philosophie de l'établissement, mais par la suite aussi, quand une chute survient, on appelle l'appel, moi je prends mon téléphone, quand la chute risque de survenir aussi par rapport à certains retours d'hospitalisation où on a des résidents qui reviennent contentionnés avec une fracture, et j'en suis amenée à voir la famille pour leur expliquer qu'ils ne seront pas contentionnés chez nous, qu'il y a certes ce risque de chute, mais qu'on privilégie peut-être la qualité de vie à la quantité de vie, ça je ne sais pas. Et pour autant, il y a une surveillance, ça ne veut pas dire un abandon de soins, mais c'est une vraie, et les familles sont parties prenantes. Et à partir de ce moment-là, quand tout le monde marche dans le même sens, je pense que c'est possible. Après, il ne faut jamais oublier qu'en termes d'accompagnement des résidents et du personnel, il faut rendre les gens aussi intelligents par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux tâches que le personnel doit faire. Il faut qu'il y ait le petit grain d'intelligence, le petit grain de « j'ai vu quelque chose qui est inhabituel, j'ai vu quelque chose qui paraît être une solution ». Et pouvoir avoir des interlocuteurs qui vont être à l'écoute et qui vont être capables de catalyser en fait ce bon sens pour la plupart. Parfois, c'est vraiment des éclairs de génie. Hein. Parfois, il y a eu des situations qui ont été solutionnées parce qu'un aide-soignant, une ANP, l'animatrice est venue en disant bah, tiens, quand je fais ça, finalement, ça calme. On avait par exemple une résidente qui criait mais toute la journée. Il y a eu la Coupe du Monde. À chaque fois qu'il y avait un match, elle regarde le match de foot, elle ne criait pas. Bon, bah, elle s'est fait les matchs de 98, elle les a vus en boucle. Et parce qu'elle était apaisée pendant les matchs de foot. Bah, voilà, c'est venu comme ça. La famille, au début, nous avait dit c'est pour les concerts de Johnny. Donc,
au bout d'un moment, dans les tâches, on n'entendait que Johnny ou la dame crier. Alors, au bout d'un moment, c'était le dommage de fou. Mais voilà, il y a des choses comme ça où on se retrouve avec des gens qui ont du bon sens et la capacité d'avoir des gens autour qui vont pouvoir les écouter. Alors, des fois, on entend des trucs rigolos et bizarres et on n'en fait pas grand-chose. Mais pour la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec la science. Disons, l'accompagnement humain, il est vraiment sur l'accompagnement humain et individuel. Et après, il faut effectivement essayer que l'accompagnement individuel soit cadrable avec un accompagnement collectif. Et là, par contre, ça peut être un peu plus compliqué. Oui. Je crois que peut-être encore un mot-clé. Il n'y a pas de malade total. Autrefois, on disait un psychotique absolu, c'est un psychotique mort. N'existe pas. Un malade atteint d'Alzheimer, complètement, et bon, il est peut-être en forme de carotte, mais il y a toujours un point d'ancrage. Un point d'ancrage qui est important pour lui et que nous ne connaissons pas. Alors, on peut s'armer de notre technique, de notre science, de notre expérience et l'observer. Sauf que, en faisant ça, on élimine des membres de l'équipe éminents qui, eux, sont bien plus doués que nous pour voir quel est le point d'ancrage et d'entourage. Eux, ils savent. Eux, ils savent qu'il y a un attachement à la grand-tante, machin, que le jour de sa première communion, il s'est cassé la jambe et depuis il a peur, que eux, ils le savent. Nous, on ne sait pas. Et on peut observer pendant des mois et des mois avant de commencer à dire « tiens, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. » Donc, le point d'ancrage, bon, quelque chose de facile à admettre, ça implique qu'on fasse entrer via l'entourage l'histoire du malade, l'homme est un tout et toute l'histoire du malade, dans l'équipe. Donc, que dans l'équipe même, des membres de l'entourage puissent dire leur mot, dire leur truc, dire qu'ils ne se contentent pas de dire on ne veut pas qu'il soit attaché ou on veut qu'il soit attaché. Ils ont des choses. Je vous remercie. Je me permets de revenir sur votre intervention. C'est vrai que, notamment, il y a pas mal de familles qui pensent beaucoup aussi parfois à la place des résidents et qui, justement, pensent savoir ce qui est bon ou pas pour le résident parce que c'était leur père ou leur mère. Et c'est vrai que certaines réalités ont changé depuis qu'ils sont placés en institut. Je ne sais pas trop si cette porte d'entrée est totalement fiable. Excusez-moi, mais c'est toujours leur père ou leur mère, même si c'est un établissement. Moi, ce que je trouve un peu, ce qui me décale dans les discussions, c'est que la personne qui vit en établissement, elle devient malade et les équipes, c'est des équipes soignantes. Concernant la maison d'Hélice, on est plutôt sur la personne et sur les professionnels. On n'utilise pas les mots liés aux soins aussi souvent que ça, parce que même si c'est pas de toute façon péjoratif, mais par rapport aux formations que les professionnels les formations que les professionnels qui sont dans les équipes ont suivies, le soin, ça les ramène à des protocoles, à des obligations de faire la toilette le matin, les soins à tel moment. Et l'idée d'arriver vers l'accompagnement, c'est aussi un peu de se décaler de l'équipe soignante, du malade, de la maladie, de la pathologie. Il y a des moments où on en parle, c'est des moments de réunion, mais aussi sortir les résidents de uniquement ça, de la maladie. De toute façon, c'est ce que je disais aux familles quand je les recevais en PPA. Et effectivement, souvent, ils me demandaient quel était mon rôle. Je leur expliquais un petit peu mon rôle, en expliquant un petit peu les limites aussi. Et en expliquant surtout que l'idée, c'est que moins on se verrait, et mieux ça irait. Parce qu'en fait, on serait plus sur effectivement de l'accompagnement et de la vie normale, et pas sur du soin. Effectivement, quand on commence à prendre beaucoup plus souvent avec le médecin coordonnateur, c'est que là, on est sur une acuité
Et à ce moment-là, on va sur un autre versant de l'EHPAD. Mais il y a des gens, pendant 6 ans, je les ai vus une fois à la BPA, et point barre. Et ils ont vécu sereinement, tranquillement, en ayant un médecin traitant qui a soigné des pathologies, ou pas de pathologies d'ailleurs, pour certains. Ils avaient des dépendances, elles ont été prises en charge. On ne s'est jamais vu parce qu'ils ont eu un accompagnement de vie, non pas de malade ou de patient. Oui, bonjour. Justement, j'ai mon frère qui est en résidence AD, 2 jours. Et, en tant que famille, justement, nous, on a, enfin, moi, en tout cas, j'exprime un besoin d'avoir un suivi assez régulier vis-à-vis de mon frère, et un manque aussi dans la communication, aussi bien dans le suivi que dans un portail qui pourrait nous permettre d'interagir sur non pas les choix protocolaires ou opérationnels que vous pouvez faire, ça c'est votre métier, vous le faites très bien, mais en tout cas sur des éléments extérieurs qui peuvent vous aider dans l'accompagnement et qui parfois ne sont pas forcément su par les équipes pluridisciplinaires parce que c'est des petites choses qui arrivent en dehors sur les sites d'Imagine et qui vous sont pour vous en tant que professionnel, je dirais insensibles, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas non observés, qui pourraient vous aider. Alors j'imagine que votre frère est un peu plus jeune que les résidents qu'on avait, hein, parce que notre moyenne d'âge est plutôt à 86-87 ans. Mais effectivement, ce dialogue, il faut qu'il soit, mais après, l'important en termes de dialogue entre l'institution et les familles, mais je préfère dire l'entourage, parce que dans tous les cas, chez les patients âgés, on voit que l'entourage, des fois, c'est l'ancienne femme de ménage, c'est la voisine. C'est vraiment très très polymorphe. Il est au quotidien, ça ne va pas reposer sur une discussion avec la direction, avec le médecin, ou avec les soignants, mais avec l'ensemble. Et c'est vrai que moi, j'avais par exemple l'habitude de me promener, les familles m'interpellaient, souvent on discutait de complètement autre chose que du côté médical, parce que de toute façon, quand c'était vraiment médical et vraiment, on va dire, incisif, important, c'est moi qui faisais la démarche pour les appeler. Mais voilà, on discutait du cerisier qui était en train de... on ramenait des cerises, des œufs, etc. Et on discutait de plein de choses. Et effectivement, ça a repris la discussion pour des, comme vous disiez, des petits détails. Mon papa aimait ça, mon papa aimait toujours ça. Est-ce qu'on peut aller se promener? Il y avait des choses. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires. Par exemple, à un moment, on a eu l'idée, pas moi, ça ne me serait pas bien l'idée, ça me paraissait tellement tendu, mais d'emmener des gens de l'unité protégée au McDonald's. On a emmené des gens, donc avec des gros troubles du comportement, avec des gens potentiellement agressifs, dans un endroit où il y a plein de gamins. Il ne s'est rien passé, ils étaient complètement adaptés, ils étaient contents. Mais quand vous allez voir les familles, vous leur dites que maman, 85 ans, a été au McDonald's, a mangé des nuggets, elle était super contente, ça ouvre aussi le dialogue dans l'autre sens, en disant mais on n'aurait même pas eu l'idée, elle nous a toujours dit qu'elle détestait ça, mais en fait elle n'y a jamais été. Donc c'est dans les deux sens le partage d'expérience. De la même façon, il y a une résidente à qui on a fait des bains de couche au Coca-Cola. Et la première réaction qu'elle nous a dit, c'est pendant des années, j'ai dit à mes enfants que c'était dégueulasse, mais finalement c'est vachement bon. Et ces enfants nous ont fait la même réflexion en disant mais elle nous a toujours interdit de boire du Coca-Cola. Et finalement maintenant elle est super contente d'en boire. Et ça c'est important pour les deux côtés. Comme je vous disais, pour la famille qui nous avait dit mettez-lui du Johnny Hallyday, voilà, on a suivi. Et puis finalement c'était une match de foot qui marchait. Donc on essaye d'être à l'écoute. Alors des fois ça rate, clairement. Et puis des fois on a aussi des informations un peu contradictoires. Il va y avoir un fils qui va nous dire ça c'est vachement bien pour maman, puis l'autre qui va nous dire oh là, elle m'a toujours dit que c'était moche, parce qu'elle ne voulait pas contrarier son premier fils, qu'on lui a ramené des roses rouges et qu'elle les aimait pas. Et ce qu'elle ressentait, c'était on m'amène des fleurs, alors que son autre fils, moi j'ai plus les tuyaux blanches. Donc il y a toute cette importance de discussion, de relation avec les familles, qui est importante, mais quand je dis famille, c'est vraiment l'entourage. Et des fois, on a eu quand même aussi des choses extraordinaires, c'est que les gens ont eu plusieurs vies différentes. Je voulais juste préciser par rapport à votre question avec les familles. La famille qui va vous faire part d'une situation qui aimerait que ça se passe comme ça, etc. Vous avez un regard peut-être différent.
je vous rassure, c'est propre du soin. C'est-à-dire que moi, je suis médecin et moi, je prends les patients au début des maladies, et après, on les suit dans l'évolution. Et c'est très fréquent, c'est très fréquent. Moi, je peux vraiment avoir un regard médical, conseiller la famille une attitude d'aide au domicile, de ne pas rester à la maison. Enfin, des conseils pratiques du quotidien par rapport au diagnostic posé, à ce que nous, on évalue une situation, une capacité du patient à faire face à des situations dont il n'a pas forcément conscience, en raison même de la maladie, ce qu'on appelle l'anosognosie. Puis la famille qui est en décalage, qui trouve mes propos ou mes considérations trop fortes, qui n'a pas envie de mettre ses aides, qui dit oui mais il faut, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre métier. Par rapport que ce soit que dans cette situation-là, que ça arrive, c'est très très fréquent et c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est difficile de trouver le juste ton. Et c'est pour ça que je reste dans l'idée que c'est parce qu'on va arriver à identifier plus précisément un symptôme, l'interpréter dans ce qu'il a de spécifique, on va arriver à trouver un terrain d'entente. Alors évidemment, parfois, tout va bien, on arrive à s'entendre, mais parfois, c'est pas simple. Il y a des gens qui restent seuls à la maison. Nous, on estime qu'ils ne peuvent pas rester seuls à la maison. Les enfants vont dire oui, mais voilà, je ne peux pas en faire plus. Et puis il y a du temps, en espérant qu'il n'y ait pas de drame entre-temps, pour ajuster les. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent, c'est assez compliqué. Moi j'ai une question à vous poser, chers collègues. Je me pose souvent la question, parce qu'on parle du soin, etc., dans nos métiers, le travail d'équipe, évidemment, tous ces aspects-là, qui fait part de la spécificité de notre métier dans la déontologie. Comment est-ce qu'on différencie finalement la code de déontologie, c'est-à-dire nos engagements sur un côté du vocabulaire de la déontologie, respectable, faire face à l'autre tel qu'il est, pas tenir compte de sa couleur de peau, de son compte en banque, ni de la sévérité de sa maladie, et lui apporter le meilleur des connaissances de l'art, c'est-à-dire faire qu'on lui apporte le mieux qu'on peut, selon les connaissances qu'on a, des traitements, de la prise en charge de la maladie, code de déontologie. Quelle est la différence avec ce qu'on appelle l'éthique? Je m'interroge sur le fait que cette émergence de l'éthique est assez récente finalement, c'est pas le mot éthique en santé. On comprend bien l'intérêt, c'est se réfléchir aux soins, bon d'accord, mais la déontologie c'est aussi ça. Est-ce que c'est pas pour en faire une généralité? Alors que pour moi la déontologie on est dans l'engagement avec la code déontologie c'est face à face. L'éthique on est tout de suite un peu plus dans la généralité. Alors je me demande si on perd pas toute la réflexion. On utilise le mot éthique, et si on revient à la déontologie, c'est-à-dire ce qui se passe là, dans cette situation-là, avec l'histoire, avec la maladie, etc., avec qui on est autour, les conditions de vie, l'environnement, est-ce que c'est pas plutôt ça, le soin et l'accompagnement? J'ai deux réponses à proposer. La première, c'est que ce qui apparaît clairement, c'est que dans ce type d'institution, il y a des traitements, des soins, et l'accompagnement, qui n'est pas de traitement du tout, ce serait des quoi, rien, un internat. Qui n'est pas de soins, ça semble impensable avec les gens isolés. Mais en même temps, ce sont des êtres libres. On appelle liberté, je lis, on appelle simplement ils vivent tous les jours de trucs qui n'ont rien à voir avec la médecine. Les handicaps, les blessures qu'ils ont. Et ça, c'est là qu'intervient aussi le plaisir. Donc, l'éthique, elle peut intervenir à tous les niveaux. Au niveau médical, on a la déontologie, on a les connaissances du moment, mais on sait bien que les connaissances du moment ne sont que celles du moment et qu'il nous arrive plus souvent de se poser des questions que d'avoir une réponse toute faite. Souvent, je disais, des cas énormes, c'est pas difficile, mais les trucs qui sont un petit peu comme ça, là, on sait pas, parce que vraiment, on est sûr de rien, on ne sait pas très bien. Et donc, là, se pose la question des principes que nous respectons. Et que nous respectons personnellement. Moi, je préfère, je dis n'importe quoi. C'est des trucs que j'entendais un peu de psychiatrie. Il vaut mieux un psychologue adulte
J'ai un enfant orienté trop tôt vers des... Très bien, pourquoi pas. C'est un principe. La connaissance viendra après. Donc il faut s'engager. Et là, je pense que le questionnement éthique peut avoir sa place. L'autre truc, alors plus général, c'est qu'il y a un CCNE, il y a un comité consultatif national d'éthique en matière de santé. Et que ce comité, il ne fait que se poser des questions dans la vie et des flux. Là où ça ne marche pas. Il y a des questions qui reviennent sans arrêt d'ailleurs. C'est amusant de regarder les avis qu'ils donnent. Sur 20 ans, il y a des trucs qui reviennent tout le temps. Tout le temps. Je dis n'importe quoi, mais le bébé, le fœtus n'est-il une personne? Ça revient sous des formes variées systématiquement. Et chaque fois, il donne une réponse aussi mesurée que possible. Et ça recommence. Est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Il n'y a pas de réponse qui ne soit pas une croyance. Et d'autres trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a une place pour l'éthique, même dans le métier de médecin, dans le métier de soignant, à condition qu'on ne confonde pas cette place avec un comité chargé de donner, comme j'ai été employé dans une institution, on me dit ah oui, les comités d'éthique, c'est ce qui sert à donner la permission de faire des recherches. Non. Mais les Belges, au tout début, quand ils ont créé les comités d'éthique, ils appelaient des comités d'évaluation des risques. C'est là où on ne sait pas très bien et qu'il faut se mouiller un peu. Je crois que c'est dans ces zones-là. Oui. En fait, moi, je suis en train de me demander si, en tant que citoyen, du coup, l'éthique. Moi, j'ai pris des cours d'éthique à 51 ans, je me suis reconvertie. Donc, je suis allée à l'espace éthique prendre quelques cours et en fait, j'étais vraiment nourrie et portée par les échanges qu'il y avait entre toutes les personnes, qu'elles soient soignantes, quel que soit leur niveau de connaissance et de hiérarchie dans les services ou les institutions. Et le bouquin que j'ai par-dessus tout adoré, c'était Stéphane Hessel avec le Dalai Lama, qui parlait d'une éthique séculière, en disant, en fait, si on avait commencé à éduquer les enfants avec une éthique séculière, à l'école et à la maison, en faisant des portes d'entrée différentes, on aurait permis à chacun d'exprimer son ressenti. Et ce que je vois, moi, dans le soin en particulier, parce que c'est des moments de grande fragilité, de grande peur, ça réveille les peurs des uns et des autres, c'est que les soignants font tout ce qu'ils peuvent, les patients font ce qu'ils peuvent aussi, parce qu'en général, ils sont dans une situation de vulnérabilité. Et puis je pense que les familles aussi, l'entourage fait aussi ce qu'il peut, mais il a un peu peur, et puis il y a beaucoup de projections sur ce qui pourrait arriver, ou de culpabilité sur ce qu'on ne fait pas. Et effectivement, moi je pense que le lien entre les uns et les autres et trouver des supports d'échange un peu inventifs pour pouvoir communiquer autant sur le plan médical que sur le plan de la vie quotidienne, ça me paraît essentiel de trouver un lien. Et je ne pense pas que ce soit des pratiques qui doivent être remises en question, alors peut-être je me trompe, hein, mais peut-être plus la manière de communiquer et de trouver un truc sécure, quand vous parliez tout à l'heure, la convention. Du coup, je me demandais si est-ce que ça voudrait dire que le fait que les équipes soient rassurantes, soient formées, que du coup les personnes qui étaient avant en contention peuvent rester sans contention parce que du coup elles sont rassurées. Il y a un petit peu de ça quand même ou pas du tout? C'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être pour certains. Alors déjà, effectivement, les patients qui vont à l'hôpital, qui sont contentionnés à l'hôpital et qui reviennent dans l'EHPAD, qui ont à retirer les contentions, effectivement, elles sont rassurées. Déjà, elles sont très à l'hôpital. Avec l'hôpital, il y a une respiration à la journée complètement différente et qui n'est pas du tout adaptée à des patients qui ont des troubles cognitifs, ça c'est clair. Donc, revient à l'EHPAD, la respiration est complètement différente. Et effectivement, ça s'est ressenti même pour des patients qui sont très bien. Et ils sont sécurisés. L'important aussi, c'est d'avoir des professionnels en nombre et qui, eux, sont en confiance par rapport à leur pratique et par rapport à leurs collègues.
On parlait d'équipes qui faisaient la même chose. Je crois que c'est important que les équipes sachent ce que fait l'autre et comment ils le font. Et je crois que c'est vraiment très important parce que ça permet ça, cette respiration qui va être. Voilà. Et il faut qu'il y ait cette respiration. Et après, il y a ce qui va être dit dans une réunion, le verbal, et puis après, l'acceptation par toute l'équipe de ce que l'on veut faire, et après, comment ça va être fait dans la réalité. Et après, il faut voir. Après, il y a toujours un retour d'expérience. Des fois, on met des choses, et puis finalement, on voit que c'est une nouvelle solution, et on va repartir sur autre chose. C'est vraiment la capacité en équipe de pouvoir s'adapter à des résidents qui sont aussi en mouvance. On a des patients, par exemple, ou des résidents qui étaient très agressifs. Par exemple, à chaque fois qu'on s'en occupe, la première réaction, c'est d'essayer de mettre une baffe. Bon, ben, un jour, ça s'arrête. Sauf que le soignant, lui, il a l'habitude de mettre un petit peu d'écart. Il faut qu'il réapprenne à se aller un peu plus en avant. Donc, ce sont des choses qui vont être de toute façon jamais figées dans le temps, dans le marbre. Et c'est important de le savoir, c'est aussi important dans la communication vis-à-vis de l'entourage. Parce que ça, c'est aussi important. C'est vraiment primordial d'avoir une équipe en nombre stable. Parce que là, pour le coup, ils peuvent avoir confiance, ils savent quelles sont aussi les limites de chacun. On a des aides-soignants, quand il y a un résident qui pète un câble, ils vont se mettre tout de suite en avant, et juste avec la parole, juste avec un geste, on ne sait pas comment, de façon complètement magique, ils vont arriver à calmer le résident. Il y en a d'autres, vous pouvez les laisser une demi-heure, une heure avant, avec, ça sera toujours même. Pas qu'ils sont mauvais, les soignants. C'est que voilà, d'un point de vue instinctif, il y a quelqu'un qui arrive. C'est ce lien-là, et à ce moment-là, effectivement, la personne, où on sait que à chaque fois ça marche, pourquoi? Est-ce qu'il ressemble à son fils? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il ressemble à son fils avec qui il s'est engueulé il y a 20 ans et qu'il a juste envie de mettre une baffe parce qu'il lui ressemble? Ça marche pas. Et ça, c'est du feeling. Et à ce moment-là, c'est l'équipe qui va dire tu as l'habitude de bien t'en occuper, de bien le calmer, vas-y, et ça calme tout de suite le jeu. Et c'est pas, comme vous disiez, c'est pas dans la fiche de poste, c'est pas dans une fiche de tâche, c'est vraiment du feeling sur l'équipe. Et de voir, et de sentir les choses. L'équipe de nuit, elle sent par exemple très très bien. Des fois en transmission, le matin, je ne le sens pas comme d'habitude. Et effectivement, il va y avoir quelque chose qui se passe. Alors que la journée, on l'avait pas vu parce qu'ils sont réveillés. Et la respiration de la résidence n'est pas la même. Si je peux me permettre de terminer, c'est aussi de vous dire que c'est aussi le mot de transparence. Quand on reçoit les familles, j'ai commencé mon discours en disant qu'au départ, pour la convention, j'ai beaucoup travaillé avec les familles lors de la signature des contrats et lors des réunions. Mais je pense aussi que la réussite de ce travail-là, c'est aussi son travail dans la transparence, aussi bien avec les équipes qu'aussi avec l'entourage. C'est-à-dire de dire, on va peut-être commettre des erreurs, et vous, soignants, si vous commettez une erreur, il ne faut pas la cacher. Plutôt nous dire ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi on n'a pas réussi, afin qu'on puisse travailler ensemble sur la recherche d'autres informations. Comme je disais, le docteur Pépin, peut-être que moi, ça ne va pas fonctionner, mais si je passe le relais à un autre soignant, ça va fonctionner. Et souvent aussi, je disais aux familles, on va forcément commettre des erreurs, on va forcément faire des choses peut-être que parfois vont vous déplaire, mais on vous dira des choses, et en tout cas aussi que vous nous disiez les choses, parce que c'est en travaillant dans la transparence, et donc autour du résident et avec lui sur sa prise en charge qu'on peut avoir une confiance et du coup tester des choses pour toujours le bien-être du résident. Donc, je pense aussi que c'est aussi cette réussite-là qui permet de réussir à placer le résident dans les meilleures conditions. Je me permets d'intervenir, notamment sur la maison de la Châtaigneraie, parce que c'était un gros pari, du coup, le zéro contention. Est-ce que vous aviez des modèles et est-ce qu'à certains moments vous êtes dit peut-être zéro contention, ça ne va pas être possible, on est en train de faire une erreur, on va... Alors, il n'y a jamais zéro. Oui, c'est ça. Essayer de faire. Après, c'est aussi une équipe qui, au départ, voulait aussi être dans des prises en charge innovantes. On venait d'ouvrir
soit une, alors peut-être une notion éthique, mais voilà, une liberté du résident en disant, lorsque un directeur recrute son équipe, souvent à son image aussi. Et je pense que quand on dit, ben là, on a envie qu'ils aient leur liberté dans le respect de leur dignité, ça peut remettre tout dedans. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses, on avait dit, on les met par étage, mais on veut qu'ils viennent manger en bas et qu'ils aient aussi la liberté. On parlait tout à l'heure de la contention architecturale. On a essayé beaucoup de choses, ça ne marche pas. On sent bien, notre structure à 3 étages, on sent bien que les résidents du 2e étage restent au 2e étage et on a beau faire des choses. Mais voilà, on est dans une équipe aussi, on se dit, souvent, on teste, on essaye, parce que, comme disait tout à l'heure aussi notre nouveau médecin coordinateur, on est une équipe qui essaie de trouver des solutions qui parfois ne sont pas forcément celles que la famille veut ou qu'elle souhaite, mais on va lui expliquer en disant, voilà, notre rôle et notre mission, en tout cas notre ligne de conduite, on a défini tous ensemble qu'on voulait ça. Soit on joue ensemble le jeu, soit à ce moment-là, notre structure n'est pas adaptée pour vous. Mais bien évidemment que quand il y a eu les premières chutes, ou quand la résidente qui disait le docteur de Pépin chutait sans cesse, la famille à un moment donné disait oui, c'est pas normal, elle chute sans cesse. Mais après, c'est un travail ensemble. Et encore une fois, si on est dans un contrat de confiance, et la confiance ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des erreurs, je pense qu'avec ce dialogue et cette collaboration ensemble autour de résidents, on peut réussir les choses. Bien, je crois qu'il faut qu'on termine. Juste donner encore quelques mots-clés. Le travail d'équipe, on en a beaucoup parlé. L'équipe qui se forme avec le résident et son entourage, on a aussi beaucoup parlé. La formation d'équipe, l'adaptation de l'équipe aux patients et à son entourage, l'adaptation de l'équipe au milieu social dans lequel elle vit, pas suspendu en l'amour. Tout ça, ça veut dire parler, échanger. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on quitte, et ça n'est pas naturel, ça n'est pas facile, il faut qu'on quitte cette habitude de dualiser les choses. L'exemple qu'il a donné me paraît parfait. Le principe, c'est pas de contention, sauf quelquefois. C'est-à-dire qu'on est obligé tout le temps, je disais tout à l'heure, traitement, soins, accompagnement. Et on est obligé de penser, sur une base au moins 3. Il n'y a pas de ces simplifications qu'on balance tout le temps, les bons, les mauvais, les bons malades, les mauvais malades, les bonnes équipes, les mauvaises équipes, la bonne solution, la mauvaise solution, la potion magique, la potion néfaste. Non, c'est toujours plus compliqué que ça. Et que, au-delà de l'équipe, il faut qu'on s'habitue, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, qu'on s'habitue à penser compliqué, à penser sur une base de au moins 3. Il y a une solution, une seconde solution, et il y a un troisième attracteur, Bruno Latour, qui va venir éclairer les 2 premiers, on va enfin comprendre. Ça veut dire l'échange entre des points de vue, l'échange entre des approches, l'échange entre des réactions spontanées, ce que vous appeliez le feeling. Le feeling, moi je pense qu'elle aime l'intérieur, ça se travaille, ça se forme, et ce n'est pas non plus un travail très évident et très naturel. Mais on apprend à ce que je préfère appeler travailler avec ses intuitions. Et travailler avec ses intuitions, ça veut dire être capable de les échanger. Parce que les intuitions qui restent internes, c'est du délire. Ça sert à rien et à personne. Donc, c'est autour de ces idées, de ces notions que, en rentrant dans vos institutions respectives, dans vos équipes provisoires respectives, je pense qu'il serait intéressant que vous reposiez collectivement dans les équipes partout, dans les familles aussi, ces questions de la complexité de
de la désarticulation des lois, des habitudes et des problèmes qui se posent, et des accidents et des risques, que de la désarticulation entre les normes, les lois, les règles et ce qui arrive tous les jours, et de désarticulation qu'il y a et que nous devons trouver entre les soins, le traitement, l'accompagnement. Je vous remercie parce que là, on